19h, madame, monsieur, bonsoir, vous êtes sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres qui seront développés tout au long de cette édition. Face aux sanctions de la CEDEAO qualifiées de très dures, le Mali réagit, il rappelle ses ambassadeurs et ferme ses frontières. L'Algérie, de son côté, appelle à un dialogue serein et réaliste pour une sortie de crise. Un bilan de plus en plus lourd au Soudan. 63 personnes ont perdu la vie depuis le début des protestations. La population appelle à de nouvelles manifestations. Nucléaire iranien, un vent d'optimisme souffle du côté de Vienne. L'Iran note des efforts de toutes les parties pour un accord fiable. Retour au calme au Kazakhstan. Après une semaine de violence et d'émeutes, le président russe Vladimir Poutine a défendu sa décision d'envoi des troupes russes dans le pays. Très attendues hier, les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali sont tombées. Elles ont été qualifiées de très dures. Le Mali n'a pas tardé à réagir. Il rappelle ses ambassadeurs et ferme ses frontières. Tinine Makassi. Elles étaient attendues, elles sont tombées, venant confirmer la crainte de beaucoup de Maliens. Les sanctions de la CEDEAO sont un coup de massue pour le Mali. Ce pays déjà en proie aux interventions étrangères, aux attaques terroristes, mais aussi à la Covid-19. C'est une sanction illégale et illégitime prise par la CEDEAO. Comment peut-on comprendre que dans un pays comme le Mali, soumis depuis 2012 au terrorisme imposé par la France et ses alliés, comment comprendre que le Mali, sous Covid depuis 2019, prendre une telle sanction aussi sévère, illégale et irréfléchie? En effet, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont décidé de geler les avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, de fermer les frontières avec le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi de suspendre les transactions de Bamako, à l'exception des produits médicaux et des produits de première nécessité, et de rappeler les ambassadeurs des pays membres sur le territoire malien. De son côté, la société civile malienne refuse de céder aux pressions de la CEDEAO et appelle à manifester partout dans le pays. Les chefs d'État qui sont à la solde de la France sachent que nous, Maliens, nous n'accepterons plus jamais une autre forme de colonisation. Ça n'est fini pour la première colonisation. Nous allons donner autant que possible aux autorités de transition de mener à bien cette transition. Aucune injection, aucune intimidation, aucun fanfaronnade ne nous fera reculer d'un iota. Pour rappel, c'est dimanche 9 janvier que s'est tenue en session extraordinaire à Accra, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de l'autorité de la CEDEAO, une rencontre avec les autorités de la transition malienne. Et à ce sujet, l'Algérie, via le ministère des Affaires étrangères, et tout en mettant en garde contre les conséquences politiques, sécuritaires et économiques que peut avoir toute transition longue telle qu'envisagée par le Mali, plaide pour un dialogue serein et réaliste entre le Mali et la CEDEAO, dont l'objectif est de parvenir à un plan de sortie de crise. Et en Somalie, la conférence consultative nationale est parvenue à un accord politique qui prévoit de parachever les élections de la Chambre basse du Parlement dans un délai de 40 jours à compter du 15 janvier. La conférence consultative a appelé les forces armées à ne pas interférer dans le processus politique dans le pays et à accomplir leur devoir consistant à protéger la sécurité du territoire. Activité suspendue par les organisations humanitaires au nord-ouest de l'Éthiopie, dans la région du Tigré. Une décision prise après une attaque aérienne meurtrière contre un camp de déplacés, d'après l'ONU. Cette attaque menée le week-end dernier a fait des dizaines de victimes civiles. Et comme nous vous le disions en titre, 63, c'est le nombre de personnes tuées au Soudan depuis le début des manifestations le 25 octobre dernier contre le coup de force du général Abdel Fattah al-Burhan. Un bilan communiqué par le comité de médecins soudanais qui fait aussi état de
centaines de blessés. Selon la même source, lundi matin, un jeune de 16 ans blessé à la tête par un projectile de gaz lacrymogène a succombé à ses blessures. Ce lundi matin, cette mort a provoqué l'émoi des Soudanais qui appellent à manifester et à continuer la mobilisation en faveur d'une transition démocratique. Le point avec Tinina Makassi. Le bilan des morts au Soudan ne cesse de s'alourdir. Après chaque mobilisation populaire, c'est du moins ce que confirme le Comité des médecins soudanais, un organisme non gouvernemental qui, depuis le début des manifestations, rend public les chiffres et le nombre de victimes à déplorer. Selon ce comité, le jeune Hichem, âgé de 16 ans, a fini par succomber à ses blessures dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir reçu un projectile de gaz lacrymogène dans la tête lors de la manifestation de dimanche 9 janvier. Ce décès porte ainsi le nombre de morts à déplorer au Soudan depuis le 25 octobre dernier à 63. Pour le moment, les autorités soudanaises n'ont fait aucun commentaire concernant les chiffres rendus publics par le dit comité. De son côté, la rue ne décolère pas et ne cesse d'affirmer sa volonté d'aller vers une transition démocratique. D'ailleurs, les appels à manifester font la une des réseaux sociaux soudanais. Maintenant, les Soudanais sont décidés à ne rien lâcher. Ils veulent une transition réelle, un pouvoir civil. Ils veulent que l'armée se maintienne à son rôle. Ils ne veulent plus des politiques ou des partis hérités de l'ancien régime. Notre peuple n'en peut plus des coups d'État et des politiques de répression. Il restera dans la rue jusqu'à avoir ses acquis. Volker Peters, fraîchement nominé comme émissaire de l'ONU au Soudan, se dit prêt à lancer l'initiative de pourparlers avec les partis civils et militaires. Selon la presse soudanaise, l'initiative sera lancée ce lundi. Et puis cette polémique en Afrique du Sud concernant la mise en vente de la clé de la cellule de Nelson Mandela. Elle a été confiée à Greensize, une maison d'enchères new-yorkaise. Le ministère de la Culture sud-africain considère en effet que la clé est une propriété de l'État. D'autres objets ont également été mis en vente, dont un vélo d'appartement ou une copie de la Constitution signée par Nelson Mandela. En Irak, altercation lors de la séance inaugurale du Parlement. La séance devient chaotique lorsqu'une l'une des coalitions chiites revendiquant la victoire lors des élections d'octobre dernier a affirmé posséder suffisamment de députés pour former le nouveau gouvernement. La séance a été suspendue plus d'une heure. Le Parlement irakien a 30 jours pour élire le président de la République. Le président qui, à son tour, devra nommer le nouveau Premier ministre choisi par la plus grande coalition. C'est un vent d'optimisme qui a soufflé aujourd'hui du côté de Vienne où se déroulent les pourparlers sur le nucléaire iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a observé de bons progrès sur les quatre dossiers en discussion, à savoir la levée des sanctions, la question du nucléaire ou encore la vérification et l'obtention des garanties. Les détails avec Amin Touta. Lors d'une conférence de presse à Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Saïd Khatibzadeh, a indiqué que l'atmosphère optimiste qui règne autour des négociations de Vienne est synonyme d'une volonté actuelle de tous les négociateurs d'arriver vers un accord fiable et stable sur le nucléaire. Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, Khatibzadeh est revenu sur une avancée constatée pour ce qui est des 4 dossiers des pourparlers, à savoir la levée des sanctions, la question du nucléaire, ainsi que la vérification et l'obtention de garanties, tout en précisant qu'il reste d'autres questions à discuter. Une déclaration qui vient en plein milieu des pourparlers entre Téhéran et les Occidentaux autour de l'accord de 2015 dans la capitale autrichienne. Des pourparlers qui avaient commencé timidement au mois de novembre après 5 mois d'interruption et 3 ans après la décision de la Maison-Blanche de se retirer de l'accord sous le mandat de Donald Trump. À l'époque, le bureau ovale estimait que le pacte de 2015 était un échec. En conséquence, l'Iran et les États-Unis participent aux négociations d'une façon indirecte à travers la médiation européenne. Et aux États-Unis, le quartier du Bronx à New York a été ce dimanche le théâtre d'un incendie déclenché par un radiateur électrique défectueux qui a fait 19 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Ce lourd bilan a fait de cet incendie le sinistre le plus grave de ces 30 dernières années.
Et au Venezuela, ce tweet de l'ancien vice-président du pays et ex-ministre des Affaires étrangères, Jorge Araiza, il est également candidat du pouvoir. Il a reconnu hier soir sa défaite dans le Barinas, l'état natal de l'ancien président Hugo Chavez, que sa famille gouvernait depuis 1998. Au Nicaragua, le président Daniel Ortega entame officiellement son 4e mandat consécutif, une réélection des plus controversées en raison de l'emprisonnement de ses principaux rivaux. Des manifestations sont organisées ce lundi en Espagne, aux États-Unis ou encore au Costa Rica, où se sont réfugiés plus de 100 000 Nicaraguayens depuis 2018. Pour rappel, Daniel Ortega dirige le pays avec son épouse, qui est aussi la vice-présidente depuis 2007. Des pourparlers entre Russes et Américains ont commencé ce lundi 10 janvier. Ils vont durer toute la semaine à Genève. Cette réunion qui a débuté ce matin à la représentation américaine à Genève se tient entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays. Aucun représentant ukrainien ou européen n'a pris part à ces négociations. Sohila Kilal. Ce 10 janvier à Genève, le vice-ministre russe Sergueï Ryabrov et la secrétaire d'État américaine Wendy Sherman tentent de négocier et trouver un terrain d'entente afin de désamorcer la crise russo-ukrainienne qui secoue la région depuis un bon moment déjà. La Russie, à qui l'Occident reproche d'avoir massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, demande aux États-Unis de renégocier l'architecture de sécurité en Europe orientale, en gelant par traité toute extension future de l'OTAN. Les Ukrainiens, principaux concernés par la crise, sont les grands absents de ces négociations au sommet avec l'Union européenne. Même si le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas d'accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, n'a fait aucune allusion à la crise lors de son dernier discours de fin d'année. Pour rappel, les États-Unis et la Russie se sont retrouvés dimanche soir à Genève lors d'une réunion préliminaire avant l'entame des négociations de ce 10 janvier. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré avoir eu une discussion compliquée et sérieuse avec son homologue américaine. Les États-Unis et la Russie se sont fermement positionnés avant ces négociations. Washington a prévenu d'un risque de confrontation et Moscou a exclu toute concession. Au Kazakhstan, après une semaine de violence et d'émeutes, le calme semble revenu dans les principales villes du pays. Dans la foulée, une réunion de l'OTSC était organisée entre les pays membres et à travers laquelle le président russe Vladimir Poutine a défendu sa décision d'envoi des troupes russes dans le pays. Amin Touta. Des stigmates de manifestations et un calme progressif au Kazakhstan après une semaine de révolte. Dans les grandes villes du pays, telles que l'ancienne capitale Almaty, les rues et les bâtiments publics témoignent toujours de la violence des émeutes qui ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés depuis le début du mois. Dans son allocution, le président Kassim Tokayev a qualifié les événements d'une tentative de coup d'État et que parmi les manifestants, il y avait des groupes armés. Lors de la réunion de l'OATSC, Organisation du traité de sécurité collective, le président russe Vladimir Poutine a défendu la décision d'envoyer des troupes au Kazakhstan par le fait que ce pays est menacé et que l'assistance russe était légitime. Toutefois, le Kremlin a affirmé que le contingent russe partira une fois la mission sera achevée. Pour rappel et sur demande des autorités kazakhes, la Russie avait déployé des unités de maintien de l'ordre dans ce pays liées par un traité de sécurité avec le voisin russe. Et signe d'un retour à la normale, le rétablissement du réseau Internet, après 5 jours de coupure en pleine révolte, jamais connue au Kazakhstan depuis son indépendance en 1991. Et concernant l'affaire du visa de Novak Djokovic, le tennisman numéro 1 mondial, le ministre de l'immigration australien Alex Hawke a fait savoir qu'aucune décision sur l'annulation ou non du visa de Novak Djokovic ne serait prise ce lundi, après la décision du juge Anthony Kelly qui a signifié que l'annulation du visa de Novak Djokovic n'était pas légale. Christopher Tan, l'avocat représentant les autorités lors de l'audition, avait prévenu le juge que le ministre de l'Immigration allait étudier la possibilité d'utiliser son pouvoir personnel d'annulation.
Dans le dossier santé, on va s'intéresser aux variants nés de la fusion entre Delta et Omicron. Deltacron, un variant détecté à Chypre où 25 cas de Deltacron ont déjà été identifiés. Plus de précisions plutôt avec Neyla Hamouda. Le variant né de la fusion entre Delta et Omicron n'a pas manqué d'affoler la toile. Le mot Deltacron est devenu pendant quelques heures le mot le plus utilisé sur les réseaux sociaux. Leondios Kosterikes, professeur de sciences biologiques à l'Université de Chypre et chef du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire, assure avoir détecté des cas de Covid-19 combinant les deux variants Delta et Omicron. 25 cas de Deltacron ont été identifiés, dont 11 provenaient de personnes hospitalisées pour la Covid-19 et 14 de la population générale. L'analyse statistique montre que la fréquence relative de l'infection combinée est plus élevée chez les patients hospitalisés pour la Covid-19 par rapport aux patients non hospitalisés. Selon l'équipe chypriote, une partie de l'étude épidémiologique prospective a détecté ce variant dans les aéroports, une preuve qui démontre que cette souche a été importée à Chypre. Mais certains scientifiques semblent sceptiques face à cette annonce. Selon un virologue de l'Imperial College de Londres, l'explication viendrait du fait que les échantillons du patient contaminé par Omicron et d'autre part Delta pourraient s'être retrouvés par erreur dans la même analyse, laissant ainsi penser à une fusion entre les deux variants. Et puis en Turquie, plus de 61 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés. Pour endiguer la propagation de la maladie, le pays a administré plus de 138 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination en janvier 2021. 51,81 millions de personnes sont complètement vaccinées dans le pays. Et en Belgique, ils étaient plusieurs milliers de personnes à manifester hier dans les rues de Bruxelles, des manifestations contre le pass sanitaire et les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les mesures ont été renforcées par de nombreux pays européens pour lutter contre la propagation toujours fulgurante du variant Omicron. Autres rassemblements et même contestations en République tchèque. Ils étaient nombreux à battre le pavé ce week-end pour dénoncer le décret sur la vaccination obligatoire des personnes de plus de 60 ans. Et puis cette première visite du ministre des Affaires étrangères taliban à Téhéran, une première depuis la prise du pouvoir par les islamistes. L'Iran, comme le reste de la communauté internationale, n'a toujours pas reconnu le nouvel émirat islamique formé par les talibans après leur prise de pouvoir mi-août. À la faveur du retrait des troupes américaines, des millions d'Afghans vivent en Iran. Le pays craint une augmentation des arrivées de migrants au moment où l'Afghanistan fait face à l'une des pires crises humanitaires et économiques au monde. En Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, condamnée à 4 ans de prison supplémentaire dans un des volets de son procès, au terme duquel elle risque des décennies de détention. Le prix Nobel de la paix avait déjà été condamné en décembre 2021 à 4 ans de détention pour avoir enfreint les restrictions mises en place pour lutter contre le coronavirus. La junte birmane resserre encore son emprise sur Aung San Suu Kyi, assignée à résidence depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021. Et un mot sur le chômage en Europe. Le taux de chômage qui retrouve des niveaux d'avant-crise en zone euro. Il continue sa baisse en novembre, touchant 7,2% de la population active, après 7,3% en octobre et 7,4% en septembre, a annoncé lundi Eurostat. Toutefois, la vague Omicron pourrait bien assombrir cette inflexion sur le marché du travail. Et technologie, Neuralink d'Elon Musk pourrait permettre de contrôler les ordinateurs avec des pensées en 2022. La société du milliardaire vise à implanter des puces informatiques cérébrales pour aider à guérir les maladies neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer et les lésions de la moelle épinière, mais aussi de fusionner l'humanité avec l'intelligence artificielle. Iman Merat. Rien ne semble arrêter le visionnaire Elon Musk, propriétaire de Tesla et de SpaceX, qui prévoit cette année, à travers son entreprise Neuralink, l'implantation de puces dans le cerveau humain. Dans un premier temps, ces implants cérébraux seront destinés aux personnes handicapées pour leur permettre de piloter un ordinateur par la pensée.
La société de technologie d'interface cerveau-ordinateur a été fondée par le propriétaire de Tesla en 2016. En 2021, Neuralink a été testé sur un animal, en l'occurrence sur un singe. L'animal a réussi à jouer à Mint-Pong uniquement par la pensée. Le milliardaire Elon Musk a exprimé sa totale confiance dans le fonctionnement de Neuralink, déclarant que les tests étaient extrêmement concluants et satisfaisants sur les singes, que de nombreuses épreuves sont en cours afin de s'assurer de la fiabilité du fonctionnement de la puce, de son implantation et de son retrait en toute sécurité. L'objectif de cette innovation cérébrale est de permettre la réhabilitation des personnes qui ont subi des lésions de la moelle épinière, en leur donnant la possibilité d'effectuer des mouvements physiques à travers la pensée. Le milliardaire avait également déclaré que cette innovation pourrait contribuer à la guérison des problèmes mentaux, dépression, toximanie ou encore maladie de Parkinson. Néanmoins, le but de Neuralink serait de permettre aux humains de rivaliser avec l'intelligence artificielle. Pour insérer l'appareil dans le cerveau, il faudrait tout de même retirer une partie du crâne et y installer la puce avec ses fils d'électrodes. Une avancée technologique qui pourrait révolutionner le monde entier en termes de santé si celle-ci réussit à être adoptée. Sport, football à présent, à 24 heures de son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun, la sélection algérienne peaufine sa préparation en prévision de son match face à la Sierra Leone en match de la première journée du groupe E, un match qui se déroulera à 14 heures. Le rituel veut bien évidemment qu'une conférence de presse soit tenue avant chaque match. C'est justement le but de la présence ce matin en point de presse du sélectionneur national Jamal Belmadi et le capitaine de la sélection Riyad Mahrez. Jamal Belmadi qui a d'ailleurs tenu à rendre hommage à Abdelkrim Keroum, l'ancien joueur du FLN qui nous a quittés hier. Sur un autre registre sportif, Riyad Mahrez ne s'en cache pas sur la difficulté qui les attend pour conserver leur titre de champion d'Afrique. Je vous invite à les écouter. Mes déclarations concernant directement nos affaires, je parle entre Algériens. Je voudrais souhaiter mes condoléances à notre cher ancien joueur du FLN, Abdelkrim Keroum, qui vient de nous quitter. Allah yarahmou, Allah yawasi alayh. Évidemment, nous arrivons avec, en tant que détenteur de ce titre-là, dans une compétition majeure, comme la Coupe d'Afrique des Nations, avec un niveau de compétitivité extrêmement fort, avec des équipes toutes capables, en tout cas une majeure partie de ces équipes toutes capables de remporter ce trophée. Nous allons rentrer dans cette bataille. Juste attendu que, voilà, que certains de nos journalistes avaient été agressés. Donc déjà, c'est une très mauvaise nouvelle. Je sais que le Cameroun est un pays d'accueil. Et le Sénégal a débuté timidement sa CAN 2022 ce lundi 10 janvier à Bafoussam face au Zimbabwe. Les Lions de la Teranga ont remporté sans convaincre leur match dans le stade de Kouenkang à la faveur d'un pénalty sifflé dans les arrêts de jeu et transformé par Sadio Mané. Victoire timide donc par 1-0 du Sénégal face au Zimbabwe dans le groupe B. Dans l'autre match de ce groupe, la Guinée s'est imposée par 1-0 également face au Malawi. Dans l'autre groupe, le groupe C, celui du Maroc, qui a réussi son entrée dans la compétition en battant les Black Stars du Ghana par le score d'1-0. L'autre match opposera les Comores au Gabon. Coup d'envoi prévu à 20h, heure algérienne. Et l'agression de 3 journalistes algériens hier à Douala au Cameroun. Ils auraient été attaqués à l'arme blanche dans la soirée. Ils se seraient fait voler des objets personnels après avoir reçu de nombreux coups de couteau. Dans un communiqué, la Fédération algérienne de football s'est indignée devant d'un tel incident le jour de l'inauguration de la Coupe d'Afrique des Nations, placée pourtant sous le sceau de la fraternité et du fair play. Culture à présent, les nouveautés et le meilleur du box-office de ce mois de janvier. Un début d'année marqué par des succès, des sorties qui ont rapporté une bouffée d'air à l'industrie du cinéma en pleine pandémie. Amira Beja.
Le film 355 débute à la 3e place du box-office, qui engendre plus de 4 millions de recettes. Au casting, uniquement des héroïnes à nommer Penelope Cruz, Jessica Chastain et Bang Bang Fan. Je rêvais de me produire à Red Shore City depuis que je suis toute petite. À la 2e place, le film Tous en scène, malgré sa mise en dispo en VOD, après 2 semaines seulement de sa sortie aux États-Unis. Il fait un véritable carton. Voici ma fille Portia. Elle veut rencontrer Calloway, elle est fan. Mon assistante est en route pour le rencontrer en ce moment même. Et enfin, la première place du box-office, Spider-Man, premier film de l'ère du Covid à avoir récolté plus d'1 milliard de dollars en Amérique du Nord et à l'international. Le film dépasse Jurassic World et Titanic au niveau du box-office US. Depuis sa sortie, il reste leader pour la 4e semaine consécutive. Salut, Peter. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci pour votre attention. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Je vous retrouve demain pour l'édition de 13h. À demain.